Faire des études supérieures à l'étranger est bien le rêve de nombreux étudiants, en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Bien qu'ils sont nombreux à avoir réussi le projet d'étudier à l'étranger, beaucoup rencontrent encore des difficultés dans la réalisation de ce même projet, notamment dans le choix du pays d'études. Entre autres, la France demeure l'une des destinations les plus prisées, en tout cas pour la plupart des étudiants en Côte d'Ivoire. Pour avoir des éléments de réponse aux nombreuses questions que vous vous posez sur les études supérieures en Hexagone, je vous présente Études supérieures en France, qui pour ce numéro reçoit un expert en la matière. Monsieur Alphonse Niomien, directeur de Unilion, consultant entrepreneuriat. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, il va nous apporter un éclairage sur le thème. Pourquoi choisir la France pour ses études supérieures? Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester en notre compagnie. Alors, monsieur Alphonse Niomien, sans plus tarder, nous allons faire le tour de la question. Pourquoi choisir la France pour ses études supérieures? D'abord, pour commencer, quel regard d'ensemble peut-on faire sur la situation des étudiants qui vont et reviennent de la France pour les études supérieures? Alors, merci. Alors, d'abord, il faut dire que l'enseignement supérieur en France est organisé différemment de ce que nous voyons en Côte d'Ivoire. Vous avez en France ce qu'on appelle les écoles de type A. Vous avez les écoles membres de la CGE, qui signifie Conférence des grandes écoles, qui sont un ensemble d'écoles qui donnent des diplômes de plus grande excellence. Après, vous avez les écoles de type B, qui vont des écoles de commerce, mais qui ne sont pas membres de cette CGE, de cette conférence des grandes écoles. Après, vous avez d'un autre côté les universités publiques, qui vont être des écoles qui vont former plutôt sous un autre créneau des étudiants qui après iront en doctorat ou ailleurs. Et ces universités publiques ont ce qu'on appelle aujourd'hui les IAE, qui sont des branches privées de ces universités publiques. Donc déjà, l'enseignement supérieur en France est organisé différemment. Et donc l'étudiant qui quitte chez nous pour y arriver, qui ne comprend pas cette organisation, pourrait facilement se retrouver dans une situation de mauvaise orientation. Et cette situation pourrait allonger ou aggraver sa situation d'écolage lorsqu'il va arriver. Alors, ce qu'on va faire, c'est de faire comprendre à cet étudiant les systèmes éducatifs supérieurs en France. Oui, c'est la base. Quel regard d'ensemble peut-on avoir sur la qualité de la formation en France? Alors, la qualité, nous sommes sur des manuels qui sont identiques. Hein. Notre système a été calqué, je dirais, à 90% sur le système français. Certains éminents professeurs ou certains livres qui sont édités, qui sont vendus dans nos écoles, sont des livres d'auteurs français. Donc là, il n'y a pas de problème sur la qualité même fondamentale. On va aller plutôt sur les outils pédagogiques. C'est là où se trouve la principale différence. L'étudiant qui est déjà depuis, disons, la première ou la terminale, il s'adapte à ce qu'on va appeler les SQL, ce qu'on va appeler les outils bureautiques, et ainsi de suite. Lorsqu'il va être en enseignement supérieur, il va adopter des outils de formation totalement différents de ce que nous avons chez nous. On ne peut pas retrouver un étudiant qui est en licence en France qui ne maîtrise pas tout ce qui est outils bureautiques, qui sont les outils nécessaires à une entreprise. Ici, on va retrouver des gens qui sont en Bac+5 qui n'en connaissent pas. Donc, du coup, la première différence sur la formation elle-même vient sur les outils utilisés pour la formation. Donc, on a des syllabus qui sont très voisins, parfois les mêmes, mais qui sont enseignés différemment. Vous avez le modèle LMD qui va exiger que l'étudiant fasse des travaux, que l'enseignant fasse 20% de la formation, qu'il en fasse les 4/5e qui restent, qui exige que chaque étudiant fasse des travaux de groupe, des travaux à présenter sur PowerPoint à chaque cours, même les cours de langue. Et ça crée un certain format de diplômé que nous, on n'a pas chez nous. Et la différence, vraiment, fondamentalement, va se situer là, sur les outils enseignés. D'accord. Est-ce que leur qualité d'enseignement est basée forcément sur les différences? Est-ce que même les modèles que nous avons ici, les modèles d'enseignement, ne sont pas souvent les mêmes là-bas, mais avec des enseignants plus cultivés qui savent plus rendre la formation? Je dirais plutôt que c'est les outils utilisés qui ont fait la différence. La plupart de nos enseignants en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains ont fait leur doctorat en France.
La plupart de nos enseignants ont aussi étudié là-bas. Aujourd'hui, de moins en moins, dans les écoles d'excellence, on peut trouver que des enseignants typiquement étudiés en Côte d'Ivoire. Nous avons de plus en plus d'échanges entre les enseignants. Mais la différence, encore une fois, va rester sur les outils utilisés. Je vais prendre un exemple. Un étudiant qui fait la comptabilité chez nous, quand il fait la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, il fait la comptabilité, ce n'est qu'un prof avec une craie ou un marqueur qui lui enseigne la comptabilité. Il n'a jamais vu un logiciel comptable. Il n'a jamais fait un pas dans une entreprise où il a été confronté aux impôts, à la CNPS ou on a besoin de ces éléments comptables. Quand il part en entreprise, il est forcément moins performant. En France, dès la deuxième année, il ne peut pas ne pas avoir fait un stage en comptabilité. Déjà, le système oblige que chaque année, on a au moins 6 semaines d'expérience obligatoire jusqu'à la licence 3 où on passe à 3 mois d'expérience. Pratique, il faut oui, la pratique. Donc, l'étudiant à l'école, il fait des projets où il est obligé de confronter ses connaissances à l'entreprise. Quand il finit l'année pendant les vacances, il fait un stage. Donc, du coup, au bout de 2-3 années de formation en France, il est largement plus performant que celui qui a étudié chez nous. Même si, encore une fois, ce sont les mêmes auteurs. Je me souviens d'un auteur que moi j'avais étudié à l'époque en Côte d'Ivoire qui s'appelle Hervé Arnaud, qui, quand j'arrive en France, il est mon professeur. Ça change la donne. Celui qui a écrit le bouquin que j'ai étudié, il est ton professeur. Et du coup, c'est le même livre qui nous conseille. Donc, on a les mêmes outils en termes de livres qu'on va utiliser. Mais la façon de rendre le cours, la façon de nous imposer des travaux à faire en dehors des classes change la compréhension. Justement, et quelles sont les caractéristiques réelles qui font du système français? Vous pouvez les énumérer pour les alors, je vais aller sur ce qu'on a vécu nous-mêmes et ce que certains de nos étudiants ont vécu. C'est en première chose le business game. Le business game est une expérience par laquelle l'étudiant va se confronter au travail d'équipe, va se confronter au travail réel d'une entreprise, mais dans lequel ses erreurs vont rester erreurs. D'accord? Donc, il va apprendre. Ça ne va pas impacter, ça ne va pas faire faillite à une entreprise, mais l'étudiant, dans un système de game, va être confronté aux vraies problématiques de l'entreprise. Et donc, du coup, il va découvrir ce qu'on fait en entreprise. Quand il en fait 1, 2, 3 par an dans un domaine de finance, de RH ou de marketing, il comprend les problématiques utilisées en entreprise pour ce domaine. Quand il n'en fait pas du tout, il sait juste qu'on calcule le point mort en faisant ça, ça, ça. Il sait le point mort. Mais il ne sait même pas à quoi sert le point mort réellement. Il n'a jamais été confronté à utiliser le point mort dans une entreprise. Il ne sait pas à quoi ça va servir. Donc, quand il aura 30 ans qu'il est en entreprise, il est moins performant que celui qu'il a déjà utilisé. Comme on le dit, on apprend de nos expériences. Donc, ce qu'on va appeler le concept du learning by doing, donc apprendre en faisant, va être la principale différence. Vous avez aussi des concepts tels que des travaux de groupe. En France, chaque formation, comme je l'ai dit au début, même dans les outils de langue, va être émaillée de travaux de groupe, de soutenance, de débats pour et contre. Donc, l'étudiant va dans une situation où il doit parler en public, parler à ses collègues étudiants, mais devant un professeur, parler en défendant ses propres idées. Il va être combattu par ses étudiants, donc il apprend à se forger. S'il est timide, il apprend à changer de comportement. Il va côtoyer des groupes dans lesquels ils ne sont pas forcément d'accord en point de vue culturel. Mais, point de vue travail à rendre, il doit forcément être d'accord. Donc, il va apprendre à concilier les différentes problématiques culturelles, les différentes problématiques d'origine dans un groupe et retenir l'essentiel qui est on doit réussir le boulot. Donc, ce comportement qu'il va avoir dans ce travail de groupe-là va quand même forger sa capacité à réagir dans une situation de concurrence dans une entreprise quelconque ou de compétition dans une entreprise quelconque. Donc, après le business game et les travaux de groupe, on va aller sur l'interculturel. On va se retrouver en France. L'un des critères, c'est que les écoles cherchent ce qu'on va appeler un nombre élevé de nationalités différentes. Vous avez l'un des critères, par exemple, il faudrait avoir plus de 20 nationalités dans son campus pour être classé à certains classements internationaux. Et donc, on va se retrouver avec le mec qui a fait le Bangladesh, le mec qui a fait l'Inde, qui a fait le Népal, qui a fait le Vietnam, qui a fait la Chine, qui a fait Hong Kong, qui a fait le Bénin, qui a fait le Togo. Et du coup, cette diversité culturelle va m'amener, moi, à savoir plus sur ce qu'on fait dans un autre pays. Et là, on se rend compte que notre pays d'origine, qui était jusque-là le centre du monde, on peut le dire ainsi, devient un tout petit point dans le monde entier parce qu'on découvre des pratiques aussi bien culinaires, aussi bien culturelles, aussi partout ailleurs. Même pas de faire des études sur place dans son pays d'origine. Non, on ne décourage pas. Encore une fois, comme on le dit, si tout le monde part à l'étranger, il n'y aurait personne pour nos activités locales. Donc, on en a forcément besoin. Mais quoi qu'on dise, aller étudier dans un pays hors de chez soi, ou même faire un stage ou un travail hors de chez soi,
ouvre l'esprit à un certain niveau, d'accord? On dira qu'on ira tous à l'école au CP1, on ne va pas tous arriver au CM2, on ne va pas tous arriver en terminale, on n'aura pas tous le doctorat. Et donc, chacun, selon son niveau où il a arrêté ses études, il va être utile à la société. Donc, je ne suis pas sur le point de ne pas rendre chacun utile. Donc, tout le monde est utile. Peu importe là où il a fait, qu'il ait étudié en Côte d'Ivoire ou ailleurs, c'est utile. Mais là, on se confronte à la problématique de dire, quand je vais à l'étranger, ça m'apporte quoi de plus? Et c'est cette dimension internationale qui aujourd'hui est au cœur de la relation entreprise. Je donne un exemple très simple. Vous avez une société française qui va aujourd'hui recruter un Français envoyé en Côte d'Ivoire. Ça va lui coûter 3 fois plus cher que de recruter un Ivoirien qui a travaillé et étudié en France pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien, il se sent chez lui. Donc, on est dans un schéma où on dit, tu vas, tu apprends dans le monde internationalisé. Quand tu viens, ça change ton débat. Ça change ton débat. On a eu les retours des étudiants qui disent, écoutez, monsieur, le Figaro, qui pour moi était inattendu, le journal Le Monde, qui pour moi coûtait très cher à Abidjan, bah ici, on nous l'offre. Chaque matin, j'ai à côté dans mon école, on m'offre les Échos, on m'offre Le Monde, on m'offre le Figaro. Et du coup, je peux apprendre, je peux savoir plus sur le monde. Et c'est cette autonomisation qu'on apporte à l'apprenant, qui est au cœur de sa propre réussite, là, qui fait carrément le changement dans l'étudiant fondamentalement. Et honnêtement, moi, pour avoir suivi ce parcours-là, c'est là surtout la vraie différence. C'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est qui va être en dehors des classes. Qu'est-ce que j'apprends en dehors de la classe? Merci beaucoup. Nous allons continuer dans quelques instants. Chers téléspectateurs, nous revenons après la pause publicitaire. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec tous nos diplômes reconnus et homologués. La compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation. Une formation pratique avec des professionnels aguerris. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles, rejoignez le groupe HETech sur nos campus d'Abidjan, de Bouaké, de Ouaga, de Bamako, de Niamey et de Conakry. HETech, la trajectoire de votre réussite. L'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, nous continuons notre entretien avec notre invité, M. Alphonse Niomien, directeur de Unilion. Alors, M. Alphonse Niomien, est-ce que la France a une certaine compétitivité sur le plan international? Au niveau, là, on parle de quoi? Au niveau d'employabilité ou au niveau industriel? Sur le côté de la formation, sur le plan éducatif, de l'enseignement supérieur. Alors, il faut savoir que la France est la première destination francophone du monde. C'est-à-dire que tous les pays francophones qui parlent le français, la France est le pays le plus demandé. Donc déjà, rien que ce classement lui donne une certaine compétitivité. Ensuite, la France aura au devant d'elle que des pays anglophones comme les États-Unis, comme l'Angleterre. D'accord? Donc on va être sur 3e, 4e au niveau attractivité internationale et premier au niveau attractivité francophone. Donc je pense que déjà ça nous donne une certaine légitimité pour dire oui, la France est compétitive au niveau international. D'accord, justement. Qu'est-ce qui fait la particularité des formations reçues en France par rapport au reste de l'Union européenne? Alors, déjà, on va aller sur le rayonnement. Vous savez, ça va dépendre de chaque pays, d'accord? Quand on dit la France, elle n'est pas première internationale au niveau attractivité, elle est première francophone. Ça veut dire que les pays anglophones ou les pays francophones vont préférer aller vers soit l'Angleterre, soit les États-Unis. Mais en termes de système francophone, la France a quand même ses atouts, d'abord en termes d'entreprise, d'accord? Elle regorge quand même de plusieurs entreprises multinationales. Et en plus, la France a quand même un positionnement économique assez développé. Et qui dit économiquement développé, dit système éducatif développé. Et donc, du coup, plusieurs étudiants du monde vont dire, OK, moi je vais aller en France pour aller dans ce pays économiquement développé, avec une formation pédagogique, professionnelle, pour que plus tard, je puisse me revendre. D'accord? Quand je vais aller étudier en France, j'ai plus de chances de retourner dans mon pays, dans une société française, que d'aller étudier en Belgique et après d'aller dans mon pays, dans une société belge. Vous voyez? On est sur des problématiques quand même professionnelles un peu différentes. Donc, je pense que c'est le développement international économique de la France qui va donner cette légitimité voilà, au niveau de la compétitivité académique. D'accord. Quelles sont les opportunités qu'on peut avoir en faisant ses études en France, en termes d'employabilité surtout, en revenant dans son pays d'origine?
OK. Par Alors, exemple, en Côte en d'Ivoire. revenant, qui est on notre est d'accord, cas. hein? OK. Alors, je vais commencer dans le cas où on ne revient pas, d'accord? Il n'est pas interdit en France de rester sur le sol pour travailler, d'accord? C'est juste que l'étudiant qui finit, il a droit à ce qu'on va appeler l'APS, qui est le titre attestation provisoire de séjour. L'étudiant a un certain nombre de mois, par exemple 24 mois, 18 mois, 12 mois, après ses études, pour trouver un boulot sur le sol français. Et donc, cette position donne quand même pas mal d'opportunités. Je donne d'autres pays comme l'Inde, par exemple, où quand on est diplômé et qu'on cherche du boulot, on doit revenir dans son pays d'origine, prendre un visa travail et le repartir. En France, on n'a pas ça. En France, j'ai fini d'étudier, j'ai un temps pour chercher mon boulot. Si je l'ai trouvé, je travaille dans le pays en même temps. Pour ceux qui reviennent, on a quand même pas mal d'opportunités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises internationales françaises ont envie de recruter plus de nationaux et qui ont étudié aux méthodes françaises pour les mettre dans leur pays d'origine. Donc, la société française en Côte d'Ivoire vont préférer recruter un Ivoirien qui a étudié en France dans une école de commerce, une école universitaire, peu importe, mais qui a étudié en France pour l'envoyer diriger la société en Côte d'Ivoire que de recruter un Français en France pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Rien qu'en termes de coût, d'accord? Je prenais le Français pour l'envoyer en Côte d'Ivoire, je vais dépenser quoi, 3 fois plus que quand je prends un Ivoirien que j'envoie. Quand il est payé à 2 millions, il est tout content. Vous voyez, 2 millions de salaire en Côte d'Ivoire, on est tout content. Ça fait à peine 3 000 euros. Quand je fais une école de commerce en France, je ne suis pas payé à 3 000 euros. Je suis payé, c'est le minimum. Et à l'entreprise, je vais coûter encore 42% de charges sociales, ainsi de suite. Donc l'entreprise a des coûts très élevés de minimum 5 000 euros, 3 millions 5, beaucoup plus par mois qu'il dépense, quand me prenant moi qui a étudié avec d'autres Français, donc pour lesquels je suis aussi compétitif. Et en plus, moi, dans mon pays, j'ai une légitimité culturelle. J'ai quand même cette légitimité-là qui va faire que je peux être plus efficace que le Français qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Donc, il faut juste... Plus grande facilité d'intégration. Oui, effectivement. Donc, il faut juste que j'ai la compétitivité académique et professionnelle que j'acquiers en France avec le Français, je deviens plus important pour la multinationale que dans mon pays d'origine. Donc ça, quand même, ça fait que beaucoup de sociétés ont compris le jeu et vont recruter en France. Moi, je connais des boîtes qui, en Côte d'Ivoire, ont 15-20 salariés qui ont fait la France, qui recrutent chaque année. D'accord? Ils vont les prendre pour venir parce qu'on sait qu'il va être beaucoup plus compétitif que le national, qui n'a pas étudié un système très élite. Quoi qu'on dise, la France, comme on le dit, on ne perd pas le temps. C'est-à-dire que quand tu es dans une entreprise, on t'apprend dès l'école à ne pas perdre du temps en entreprise. Et donc, quand tu vois le mec qui passe une demi-journée à ne rien faire, ça t'agace. Et donc, on va être dans un endroit où on va stimuler plus à travailler. Donc, on va créer de la richesse beaucoup plus. Et en même temps, on a appris des méthodes de travail qui sont quand même à jour, qui sont actualisées et pour lesquelles on a eu la pratique de les faire. Donc, quand j'ai fait du conseil ou j'ai bossé dans une boîte de conseil, ça change la donne que quand j'ai fait du conseil uniquement à l'école de façon théorique. Donc, ceux qui reviennent, ils ont de la place. D'accord. Vous avez parlé des coûts qui deviennent moins chers concernant les entreprises, mais les coûts, est-ce que le choix de la destination française pour ces études, pour un étudiant africain et de surcroît ivoirien, est pas trop coûteux? Alors, parlant de coûts, je vais donner quelques écoles qui sont à quoi 17 000 euros, 18 000 euros, on est à 12 millions l'année. D'autres qui sont à 9 000, 10 000, on est à 6 millions l'année. On dirait que c'est élevé, d'accord? Mais on est dans un système, je vous donne juste l'anecdote, où faire le cours à domicile rapporte 15-20 000 par heure, d'accord? Quand en Côte d'Ivoire, on paye le mec qui fait le cours à domicile à 10 000 par mois, c'est-à-dire 15 euros, ou en France, expérience vécue, j'avais 25 000 euros l'heure enseigné, d'accord? Vous voyez que il faut relativiser le coût quand on est en Côte d'Ivoire et quand on est dans l'économie. Le coût tient aussi compte de l'économie. Vous voyez, la baguette de pain qui a coûté 150 francs en Côte d'Ivoire va coûter 42 centimes en France. Donc, on est déjà à près de 325 francs la baguette de pain. Vous voyez? Et donc, on ne peut pas être dans une économie qui fonctionne à l'euro et puis vouloir juger la cherté en francs CFA. D'accord? Donc, je vais mettre un système international pour juger le tarif. Les écoles en France coûtent beaucoup moins cher que les hall internationales. D'accord? J'ai fait les mêmes études dans une école classée dans le même type qu'en France, mais couleur aux États-Unis, 30 000 $, 40 000 $. Donc, je suis à 15-20 millions. Ça va me coûter beaucoup plus cher que je vais en France où ça me coûtait, disons, 6 à 10 millions. D'accord? Et donc, la France, en termes de coût, comparé à ses homologues internationaux, n'est pas vraiment aussi cher en termes de système éducatif. D'accord? Je dirais c'est un très bon compromis entre internalisation de la formation et puis qualité et coût. D'accord?
Après, si on le juge étant en Côte d'Ivoire, évidemment, on dira que c'est cher. Mais vous avez des systèmes de financement des études en France. L'étudiant qui a moins de 26 ans, qui arrive en France, il peut se faire financer par une entreprise. D'accord, qu'on appelle le contrat d'apprentissage. Le coût ne doit pas influencer Oui. la décision. Non. Pour moi, le coût n'influence pas. Et parlant de ça, c'est une très belle question. Les étudiants préfèrent aller à l'université en France que d'aller en école de commerce parce qu'ils disent non, l'université, ils ne paient pas de scolarité. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'université coûte à l'État français 15 000 € par an, par étudiant. Donc, quand tu ne payes rien, l'État paye. Mais ne pense pas que tu ne vas pas payer 15 000 € et puis tu vas être formé de la même qualité que celui qui a fait une école de commerce. Ça, en tout cas, ça n'a pas de sens. D'accord? Et donc, le choix de l'école. Oui. Y a-t-il des facilités en termes de réduction des coûts, plus précisément les jeunes africains? C'est là la question. Oui, ok. Alors, réduction des coûts, effectivement, comme je l'ai dit, certains vont choisir les universités, disant que c'est du public. Donc, du coup, je vais rien payer en termes de scolarité. Mais après, quand tu ne payes rien en termes de scolarité, il y va pour tout ce qui va avec. Hein. Les entreprises vont préférer une école de commerce où l'étudiant a, pas facile à payer, mais parce que l'élite est plus ressortie dans la formation. D'accord? J'aimerais savoir, pour les écoles de commerce, il n'y a pas de moyens de réduction? Si, j'en viens. Et donc, du coup, l'étudiant va dans cette dynamique d'élite, d'accord? Alors, ces mêmes entreprises en école de commerce vont proposer ce qu'on appelle l'apprentissage, qui est un contrat où l'étudiant, un contrat tripartite entre une école, une entreprise et un étudiant, où l'entreprise paye les études à l'étudiant et lui verse à lui une prime par mois. D'accord? Qui va être en 600 et 1800 €, ça dépend des entreprises. Donc, disons entre 400 000 et 1,2 million par mois, hein, selon les écoles. Et donc, l'apprentissage est un très bon système, un très bon compromis pour payer ses études. Mais après, on ne te l'offre pas comme ça. On te dit, il faut postuler. Hein. L'école va aider les étudiants à avoir des contrats d'apprentissage. Après, ils vont postuler. Si l'étudiant lui-même a un bagage intellectuel et professionnel assez consistant, il réalise son entretien, il est retenu comme un stage. D'accord? Et après, il est retenu, l'entreprise paie son école. Moi, je connais plusieurs Africains qui ont eu à payer les études par ça. Ça reste qu'à 26 ans. Mais après, il y a aussi ce qu'on appelle la césure, où l'étudiant fait 1 an à l'école, après, il fait une pause d'1 an, où il va en entreprise, il travaille, il se fait payer correctement, après il économise, il vient payer son école. On a encore d'autres contrats comme le contrat de professionnalisation. Et donc, on a plusieurs contrats professionnels qui vont permettre à l'étudiant de payer ses études à partir de la 2e année. Il faut savoir que depuis 2 ans, la France a voté une loi pour que les étrangers, pour accéder au contrat, pas les Africains seulement, mais tout étranger, pour accéder au contrat d'apprentissage, il doit passer 12 mois sur le sol français. D'accord? Mais les autres contrats restent encore ouverts à tout le monde. Et donc, pour moi, malgré sa cherté, si on a un étudiant qui n'est pas assez paresseux ou qui lui-même a préparé son départ assez avec conscience, il a de quoi se faire de la marche quand il arrive en France. Téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Alors, cher invité, Monsieur Alphonse Niang, qu'est-ce que vous avez à dire à titre de mot de fin concernant le thème surtout? D'accord. Pourquoi alors, aller étudier en France? Alors, je vais vous chahuter un peu. Le premier élément, on dit, c'est Uniliwan et non Unilion. D'accord? Uniliwan. Après, sur le thème, moi, je dirais, franchement, pour être passé par là, je dirais à tous les jeunes étudiants, si celui qui veut aller à l'étranger a vraiment la volonté d'y aller, qu'il essaie d'y aller. D'accord? On ne perd rien d'essayer, même si on ne réussit pas à y aller. On aurait gagné en maturité. Essayer d'aller en France, tu vas déjà rencontrer des personnes qui sont dans ce milieu. D'autres qui sont revenus de la France, que tu vas rencontrer forcément dans ton parcours, et qui, même si tu ne réussis pas à aller, vont être pour toi un réseau que tu pourras exploiter plus tard. Et aller en France va quand même ouvrir l'esprit à cet étudiant dans ses opportunités. Donc pour moi, j'encourage tout jeune étudiant, peu importe son niveau d'études, qui veut aller en France, quand même à s'essayer. Il y a de la place. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous espérons que vous avez pris note. Nous espérons que vous avez beaucoup appris avec nous dans ce numéro d'études supérieures en France. Rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici à là, portez-vous bien et au revoir.